Deuxième partie de notre rendez-vous politique, le numéro de ce jour consacré à une thématique importante, les grands défis géopolitiques du 21e siècle auxquels fait face le continent africain. Nous avons esquissé aux hommes, essayé de faire un décryptage et une sorte de diagnostic dans la première partie de notre émission. Professeur, vous vouliez compléter quelque chose rapidement à votre propos avant que je ne passe je voulais aux dire autres que nous sommes à une période où nous pouvons tirer l'avantage de ce qu'on appelle l'avantage du dernier entrant. Parce que il y a beaucoup d'expériences qui ont été élaborées et à travers ce que j'appelle le benchmarking, par exemple, j'ouvre une petite parenthèse, mais vous savez que la Chine s'est fondée sur l'expérience que le Japon avait menée initialement. Oui. La Corée du Sud a suivi le Japon en termes d'appropriation technologique et puis de stratégie de développement. Et la Chine s'est dit, ben effectivement, je ne peux pas être le dernier de la classe. Je vais regarder quel est le cadre stratégique qui va me permettre de pouvoir évoluer en faisant en même temps le libéralisme tout en étant également du capitalisme d'État. Donc, ce qui a été important, c'est que Deng Xiaoping a dit qu'un chat soit blanc ou jaune ou noir, c'est pour dire que le capitalisme fonctionne d'une certaine manière, etc. Mais ce qui est assez important, Deng Xiaoping qui disait lui-même, je n'étais pas un grand intellectuel, mais j'ai bien la connaissance, effectivement, du territoire, etc. Il a dit, en fait, nous allons faire, en fait, de manière incrémentale, progressive, des réformes, et ça aboutit à la chose suivante, je chute, 30 ans pour sortir 800 millions de Chinois. Voilà. Donc vous dites, avons cette possibilité. Vous êtes en train de dire que nous ne partons pas du néant. Je chute. Nous avons cette possibilité assez rapidement, n'est-ce pas, pour dire que le problème, ce n'est pas tellement un problème géopolitique. La géopolitique, c'est une composante du management stratégique des nations. Oui. Ce dont nous devons travailler, c'est le management stratégique des nations. C'est le management stratégique. C'est cela, la suprématie. Oui. L'historiographe... C'est du temps perdu. Tout à fait. L'historiographe Thierry Moëllet est avec nous, mais la problématique reste encore complexe, Thierry Moëllet 2. Oui. Quand on part de l'analyse de Samuel Huntington dans le Clash of Civilizations, qui consacre une influence mécanique, une domination mécanique, on va dire, de la civilisation occidentale sur notre civilisation à nous, on peut alors se demander comment dans un monde qui se globalise, où nous ne sommes pas ceux qui ont défini, vous l'avez dit, les règles et les principes qui font régir ce monde globalisé, comment on arrive tout en étant nous-mêmes à imposer ou du moins à faire valoir ce que nous sommes, ce que nous voulons et les intérêts à long terme. Bon, déjà, parlons du principe, je reprends la formule du professeur Johnson, que l'Occident a l'avantage de dernier entrant. Parce que de toutes les civilisations, c'est la plus récente. Oui. Et comme c'est la plus récente, elle a eu le temps de faire le benchmarking, donc l'analyse comparative, qui permettent de chercher le best in business, donc le meilleur dans l'affaire de cette question de stratégie ou de géostratégie, ou même, parce que moi je préfère généralement parler de géostratégie que de géopolitique, parce qu'il s'agit de la guerre des nations. On s'entend là-dessus. Voilà, donc cette affaire nous ramène à aller chercher les éléments qui nous permettent d'être d'abord nous-mêmes. Pour être soi-même, il faut d'abord se connaître. Qui sommes-nous aujourd'hui lorsque nous posons le visage de l'Africain sur une table réflexionnelle? Qu'est-ce que nous avons en termes de renvoi d'image? Est-ce que nous sommes africains? Est-ce que nous sommes occidentaux? Est-ce que nous sommes orientaux? Ou nous avons un hybridisme innommable qui nous permet même pas de savoir... C'est quoi votre réponse? Alors, la réponse, c'est qu'il faut d'abord retourner, aller chercher qui nous sommes. Oui. C'est pour cela que, de manière intrinsèque, un peuple qui ne se connaît pas et qui n'a pas la globalité de son identité maîtrisée par lui-même est un peuple qui se perd dans des tribulations qui lui perdent du temps. Comme a dit le professeur tout à l'heure, c'est une perte de temps que de croire que si nous n'avons pas la souveraineté, nous pouvons réfléchir pour notre devenir. C'est impossible. Si les paramètres de développement, les priorités de développement sont fixées par d'autres, et grâce à la démocratie, où on a souvent des médiocres au pouvoir,
imposée à ces médias. Pas tout le monde. Hein. Je dis grâce à la démocratie, où nous avons souvent, je n'ai pas dit toujours, nous avons souvent des médiocres au pouvoir, nous avons justement cette priorisation de ce qui est bon pour nous fixée par quelqu'un d'autre. Donc, au bout du compte, vous demandez aux Africains de concevoir une voiture avec les roues sur la toiture. Oui. Pourquoi vous ne lui demandez pas déjà, premièrement, de concevoir son modèle de transport et qu'il lui soit propre avec ses propres... pour répondre à ses propres besoins, ses propres paramètres, sa propre vision. Vous voyez que chaque fois, je reviens toujours sur ce paramètre anthropologique que nous appelons la cosmogonie, la vision du monde. Quelle vision avons-nous de l'existant, de l'existence? Où voulons-nous aller? Premièrement, si on doit savoir où nous voulons aller, posons-nous la question, qui sommes-nous? À quelle, appelons ça quoi, priorité voulons-nous répondre? Et cette priorité, elle est ancrée dans quelle sorte de matrice? Et la matrice en question, quel est son contenu? Et si nous n'avons pas ce genre de questions de réflexion stratégique, vous allez me dire, ça a l'air théorique, mais c'est la théorie qui crée la pratique. C'est la théorie si on ne fait pas un champ théorique bien précis, un champ théorique bien précis, où la question de l'unité africaine est centrale, nous allons nous disperser en conjectures et au bout du compte, nous n'aurons aucune réponse. Nous devons donc, pour chuter, nous devons, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, faire un point. Il est urgent que les Africains arrêtent, n'est-ce pas, de marcher la tête en l'air, voilà, les pieds au sol, et ne touchant... C'est très clair, il faut faire un point. Et le point en question va commencer par, n'est-ce pas, des ensembles régionaux. Il faut que, par exemple, comme ce que nous avons en Afrique de l'Ouest avec l'AES, ils ont l'occasion stratégique aujourd'hui de poser les paramètres de développement qui leur soient endogènes. Et où le principe de la spiritualité qui conduit toutes les matrices de développement et de changement dans les sociétés sera central. Si on ne va que sur le côté de la matérialité de la vie dans nos sociétés, nous avons tout faux parce que nous serons influencés par la matérialisation de la vie du côté occidental et oriental. Patrick Mbeko, en attendant de trouver réponse aux questions que pose Thierry Moelle 2, en attendant de faire ce cheminement intellectuel, psychologique et mental qu'il propose, il y a la vie courante qui continue. Demain, des contrats vont être signés, tout comme d'autres ont été signés hier, qui conditionnent ou ont compromis nos vies sur 50 ans, etc. Sauf que le cadre cognitif, on ne l'a pas encore. Il parle de grands ensembles, il donne l'exemple de l'AES. On va voir dans la durée. L'Union africaine ne sert plus aujourd'hui de cadre cognitif. Peut-être que c'est des émissions comme ça qui nous servent de cadre cognitif pour voir de quoi nous souffrons, de quoi nous sommes capables et ce que nous pouvons faire. Mais pour être plus concret encore dans cette émission, parlons de nos partenariats avec le monde extérieur. Quand on prend aujourd'hui la gestion de nos ressources matérielles et minières, minéralières, etc., la GKMIN au Congo, la Petrosi en Côte d'Ivoire, la FSNP au Congo-Brazzaville et la NNPC et CP au Nigeria, les contrats, quand vous les voyez, ils sont totalement asymétriques. Vous avez des compagnies, des multinationales qui viennent, qui vous donnent 10% de vos ressources naturelles quand ils les exploitent, pour certains, 20% pour d'autres. Comment on fait pour sortir de là et pour que nos ressources nous servent véritablement? Mais moi, je pense que c'est un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est une question de vision. Vous êtes allé négocier pourquoi? Quelle était la finalité de la manœuvre que vous avez entreprise vis-à-vis de ceux qui sont en face? C'est ça la vraie question de fond. Si vous allez négocier parce que vous voulez avoir des Occidentaux chez vous et permettre aux dirigeants qui sont là de se remplir les poches, c'est une chose. D'ailleurs, la plupart des contrats ont été signés dans ce cadre-là. Si vous prenez le cas du Congo, quand on a signé le contrat avec la Chine, vous vous rappelez au début, mettons les Occidentaux de côté. Quand les Chinois reviennent, parce qu'ils ont toujours été là en fait, au début des années 2000, qu'est-ce qu'on a dit? Les Chinois sont mieux que les Occidentaux. Ouais. C'est comme ça. Avec on va faire win-win. Oui, nous sommes allés du principe que les Occidentaux ne sont pas gentils, nous allons traiter avec les Chinois. Mais nous n'avons pas défini quelles étaient nos priorités et quelle était la vision qui était la nôtre. De sorte que nous avons commencé à discuter avec les Chinois sur la base de ce que nous avons fait avec les Occidentaux. Et au final, nous sommes pleins de Chinois aussi. Nous avons dit que les Chinois sont même parfois pires que les Occidentaux, alors qu'en réalité, ils sont pareils, ils sont venus défendre leurs intérêts. Et nous qui ont négocié en notre nom.
Parce que, je crois, je ne sais pas si c'est le professeur ou vous qui avez parlé des dirigeants qui sont là, mais qui ne sont pas choisis par le peuple. Il y a tout ça aussi. Mais en réalité, quand on regarde bien ce qui se passe chez nous, il y a un vrai problème de vision et de déficit de pensée stratégique. Parce que tout ça, tout ce que nous avons dit se résume en une phrase. C'est un déficit de pensée stratégique. Et vous avez dit une chose que j'ai beaucoup appréciée. C'est la pensée qui précède l'action. Il faut apprendre ça aux Africains qui sont... Et en même temps, il y a la vie courante qui continue, mais il faut avoir les personnes qu'il faut, place qu'il faut, et des personnes qui comprennent les enjeux en présence. Parce que nous allons négocier en ne comprenant même pas les enjeux en présence. Prenons aujourd'hui le cas de la RDC. Oui. Vous avez aujourd'hui, moi je suis originaire de la RDC, oui. Je regarde ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis actuellement, sur la question des terres rares. Oui. Okay, je regarde ça en étant congolais d'origine et sachant que le Congo est un pays extrêmement important, je comprends déjà que cette guerre-là va finir au Congo. Et quand vous êtes un pays important, vous comprenez cela. Mais même ça, on ne comprend pas. Mais quand on va négocier comment? Nous allons, excusez-moi l'expression, nous avons tendance à aller nous prostituer auprès des autres. Et nous choisissons le bon, ce que les anglophones appellent pimp, le meilleur pimp, c'est lui qui va payer mieux. On ne peut pas négocier dans ces conditions. Quand vous n'avez pas de vision, quand il y a un déficit de pensée stratégique, on arrive aux situations que vous venez de décrire. On va hypothéquer nos ressources naturelles pour des gains qui sont parfois insignifiants et qui vont quand même faire l'affaire de l'élite au pouvoir, de l'élite comprador au pouvoir. Parce que les gens qui sont à la tête de la plupart de nos pays n'ont pas été choisis par nous. Ouais. Et ça, c'est une réalité qu'il faut garder à l'esprit. Et justement, pour chuter, il ne faut pas oublier qu'au sortir de la guerre mondiale, parce que je suis en train de travailler sur ça actuellement, je suis en train de lire des archives américaines. Quand vous voyez comment les États-Unis ont pensé l'après-guerre, ils ont commencé à penser l'après-guère dès 1941. Absolument. Il y a eu un groupe de travail autour du président Roosevelt, bien sûr. Qui a pensé l'après. En fait, ils ont pensé tout ce que nous observons aujourd'hui a été conçu par un groupe de gens, une dizaine de personnes autour du président Roosevelt à partir de 1941. Ouais. Et il y a des gens. C'est très intéressant. Oui, parce qu'il y a des gens. Quand vous lisez ces documents, c'est stupéfiant. Comment ils ont créé l'ONU, comment ils ont créé le FMI, comment ils ont créé la Banque mondiale et comment ils ont créé toutes les institutions qui vont accompagner le nouvel ordre mondial qui a été mis en place par les États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle les Occidentaux ont tendance à dire que la Russie et la Chine sont en train de remettre en question l'ordre mondial. C'est très intéressant. Quand on dit l'ordre mondial, c'est un ordre occidental construit par les États-Unis avec des satellites autour. Mais cela n'a pas empêché des pays comme la Chine de profiter de cet ordre mondial pour avancer leur propre carte et leur propre pays. Et c'est d'autant plus intéressant ce que vous dites que l'attaque du Pearl Harbor du 7 décembre 1941 a été du pain béni. Oui, mais pour les justement, Américains. Quand vous regardez, parce que je suis en train de regarder ces documents-là, je vous dis que c'est stupéfiant de voir comment, même avec l'Allemagne nazie, il ne faut pas oublier qu'on faisait la guerre à l'Allemagne nazie tout en commerçant avec lui, avec elle. Et en récupérant après leur certificat. Exactement, et on a récupéré les ingénieurs. Il n'y a pas que les Américains qui l'ont fait, les Britanniques l'ont fait, les Français aussi l'ont fait. Bien sûr. Et pourquoi on a récupéré les ingénieurs? Parce qu'ils savaient que l'Allemagne avait une avancée. Il avait des ingénieurs qui étaient très bons au niveau militaire. On les a utilisés. Ça faisait partie de leur façon de voir le monde. Ils font partie d'ailleurs de ceux qui ont travaillé sur la bombe. Exactement. Les deux bombes qui ont pulvérisé les deux villes oui. du Nagasaki et Hiroshima. Absolument. Professeur. Je voulais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que la meilleure façon, ou une des façons de comprendre cette situation crisistique que nous vivions, c'est d'abord aussi de savoir quelles étaient les stratégies de développement qui étaient en cours il y a une soixantaine d'années par rapport au continent africain. Si vous ne faites pas cette rétrospective stratégique, on ne peut pas avancer. Et il y a 4 stratégies fondamentales, stratégies de développement qui étaient retenues. Il y a l'import-substitution, n'est-ce pas? Il y a la stratégie de l'industrie lourde. Il y a la stratégie en fait, de la promotion des exportations qu'a adoptée la Corée du Sud. Et il y a la stratégie, la dernière, qu'on appelle l'investissement étranger. Tout ce qui s'est passé au niveau du continent africain, c'était un investissement étranger. Tout à fait. Et dès lors que c'est de l'investissement étranger, on n'avait pas la maîtrise des ressources, des biens qui devaient être valorisés. C'est la multinationale qui décidait de quoi il en retourne. Professeur, ça a d'ailleurs donné un phénomène qu'on a appelé les éléphants blancs en Afrique. Absolument.
Donc, oui, il est important. Et qui nous a endettés sur endettés jusqu'à aujourd'hui. Donc, je reviens toujours sur le fait que lorsqu'on a étudié correctement la stratégie et qu'on a enseigné, qu'on a pratiqué, et que même dans sa naissance aux États-Unis, n'est-ce pas, c'est d'identifier des obstacles majeurs, importants, qui font que les choses ne marchent pas. Donc, je vais chuter, permettez-moi. Alors, l'Afrique n'avait pas le choix à un certain moment. Elle n'avait pas le choix parce qu'ils n'étaient pas formés. Et puis par ailleurs aussi, c'est qu'elle n'a pas pris la décision de dire « je fais le break » pour dire comment va-t-on s'y prendre pour justement essayer de trouver une voie qui serait une voie sereine. Et jusqu'alors, nous ne le faisons pas. On est dans une situation où tout simplement les experts de la Banque mondiale viennent et disent « ah, le plan de développement, vous allez faire telle et telle chose, etc. » Non. Alors, je vais citer quand même Diop. Diop disait la chose suivante. Mais s'agissant de nos minerais, tant que nous n'avons pas la maîtrise complète de pouvoir les valoriser, laissons-les sous terre. Donc la première chose consiste à dire je forme du capital humain par la maîtrise des sciences et des technologies. Et secondo, je ne vendrai que tout simplement des excédents, mais en ayant valorisé in situ les biens qui sont les miens. Professeur, c'est justement sur ça que je voulais... Je vais nuancer. Je suis d'accord avec les propos du professeur, mais je vais nuancer en ce qui concerne les investissements étrangers. Parce que la Chine en a bénéficié. C'est vrai. Mais les Chinois avaient une vision. Quand ils ont fait appel aux capitaux étrangers, ce n'était pas pour se faire dicter des choses par l'Occident. C'était de créer un cadre chez eux qui allait permettre d'attirer ces capitaux étrangers, mais selon les règles, encore une fois, du Parti communiste. Et cela, je vous rejoins d'une certaine manière. Puisque le transfert de technologie, moi j'ai suivi justement récemment, les Occidentaux parlaient de la question des transferts de technologies avec les Chinois. C'est quand même paradoxal, alors que pendant très longtemps, quand on parlait de transfert de technologie, c'était les Occidentaux qui apportaient la technologie et c'était les autres qui suivaient. Mais aujourd'hui, les Occidentaux disent que dans certains accords avec les Chinois, il faut qu'il y ait un transfert de technologie, c'est-à-dire une inversion. L'Europe est allée en Chine pour prendre la poudre. Non, ça je comprends. Mais si on veut être pratico-pratique, ces dernières années, en fait, ce qu'ils ont fait les Chinois, et là, je suis totalement d'accord avec vous, mais sur la question des investissements étrangers, pour moi, c'est important. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est tout le monde en a besoin. Vous avez défini comme vision pour vous-même. Si on fait appel aux investissements étrangers, c'est pour quelle finalité? Est-ce que c'est pour se faire dicter des choses, des volontés qui viennent d'ailleurs? Si vous prenez le cas de l'aide au développement, par exemple. C'est ça. On a oublié que l'aide au développement est un élément stratégique de la guerre froide, utilisé par les Occidentaux pour empêcher... Mais il y avait des gens qui étaient contents, jusqu'à ce qu'il y ait des penseurs africains qui commencent à se dire « mais attends, cette aide-là est assez bizarre, c'est une drôle d'aide ». Sur les investissements étrangers, c'est la même chose. Le problème, c'est que nous avons un problème de gouvernance chez nous. Les gens apportent des capitaux étrangers, arrivent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et de définition des priorités. Mais oui, qui définit les priorités? J'ai vu, comment il s'appelle? Je parle sous le contrôle, du professeur, en Bolivie. Quand c'était qui Chavez? En Bolivie, celui qui avait imposé... Je sais qu'en Bolivie, les multinationales recevaient, je crois, 80%, et puis l'État, 20%. Et quand il est arrivé, ils disent non, ça ne marche pas. Morales, non? Morales. Il a inversé la tendance. Il l'a fait. Parce qu'il y avait une vision, ils ont dit, mais il y avait une volonté politique. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Je vous dis, quand on négocie avec les Chinois, c'est en fonction de ce que nous avons fait avec les Occidentaux. Puisque les Occidentaux nous ont donné $100, si la Chine nous donne 1000, c'est que les Chinois sont les gentils. Alors que les $100 ne valaient rien, les $1000 ne valent rien du tout, peut-être que vous valez 1 million ou 10 millions. Et c'est ça tout le problème aussi. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand on recentre quand on revient sur la question essentielle, pourquoi négocie-t-on? Comment négocie-t-on? Pourquoi? Pourquoi? 2 mots. Pourquoi? Pourquoi? Un seul mot. Et comment? Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une vision, un but, un objectif à atteindre. Le problème, c'est que nous n'avons pas l'initiative stratégique. Ce n'est pas nous qui initions les processus, que ce soit de développement ou que ce soit de négociation. Pourquoi? Parce que, en fait, nous n'avons pas compris l'essentiel. C'est d'abord, premièrement, l'accès à la connaissance et aux technologies. Tant que nous avons des négociateurs, tant que nous avons des investisseurs, ou alors des gens qui viennent avec des capitaux étrangers, on appelle ça NDIs en anglais, donc quand on vient avec
tous ces éléments et que nous n'avons pas en face des gens qui maîtrisent des mécanismes d'investissement, de développement, basés non seulement sur la démographie, qui comprend donc effectivement aussi ce côté du développement humain dont a parlé le professeur Johnson. On a tout faux. Ça veut dire quoi? La chose centrale pour les Africains, d'aujourd'hui comme de demain, c'est la connaissance. C'est l'éducation. C'est l'accès à une éducation de qualité. C'est un point très, très important. Extrêmement important. Absolument. Parce que c'est là où les pères fondateurs, entre guillemets, africains, ont été biaisés parce qu'ils n'avaient pas, et on peut le leur concéder, mais aujourd'hui, nous avons des Africains qui sont formés dans tous les domaines, y compris théoriques. Pourquoi ne sont-ils pas appelés à la table stratégique où on peaufine, où on matrice tout? Belle interrogation. C'est ce que belle la Chine a fait. que nous allons aborder dans la troisième partie de notre émission. Après une courte pause, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.